machine to machine, des machines qui vont communiquer avec d'autres machines. On va mettre des réseaux comme ceux des opérateurs mobiles dans des objets, ça va être compliqué. Enfin, bon, on avait beaucoup de mal à expliquer notre métier, et c'est d'ailleurs toujours un petit peu difficile, sauf que maintenant il y a des véritables applications concrètes qui sortent, et puis objets connectés rentrés dans le vocabulaire commun. Donc en 12 ans d'existence, l'entreprise a beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience sur tout ce domaine-là. On compte une vingtaine de personnes et on a des clients prestigieux, et notamment des grands acteurs locaux, dont Michelin et Limagrin, qu'on accompagne sur différentes typologies d'objets, et ça va me permettre justement de vous parler concrètement de ce qu'on peut faire avec des objets connectés dans un monde industriel. Excusez-moi. Combien il y a de chefs d'entreprise dans la salle? Alors si, comme moi, vous êtes chef d'entreprise, vous avez des préoccupations qui sont de générer de la marge, on est d'accord? Et donc si je veux générer de la marge, je peux investir dans mon produit pour essayer de mieux le vendre avec une meilleure marge commerciale, et puis d'un autre côté, je vais essayer de réduire mes coûts de production. Aujourd'hui, les objets connectés peuvent apporter des solutions dans les deux registres. Pendant longtemps, on a, nous, accompagné des entreprises à intégrer des technologies de la connectivité dans leurs propres objets pour essayer de créer des valeurs additionnelles supplémentaires qui permettent d'aller développer ce que Paul vous disait tout à l'heure, c'est-à-dire de nouvelles valeurs d'usage qui vous permettent de mieux valoriser vos objets, rentrer dans une démarche de service pour vendre autre chose qu'un consommable, mais aller dans une relation assez permanente et quotidienne avec vos clients pour exister plus, avoir de la relation désintermédiée, travailler autrement avec vos distributeurs, qui est un véritable enjeu. Ça, vous pourrez le comprendre et le voir dans l'intervention que Emmanuel va produire après moi. Mais côté process industriel, comment ça se manifeste? Comment est-ce qu'aujourd'hui un objet connecté intègre mon process industriel? Est-ce que mon process industriel est connecté? Et comment est-ce que finalement je peux faire en sorte d'intégrer de la connectivité aujourd'hui dans mon usine pour faire en sorte de mieux piloter, mieux réduire et mieux gérer mes coûts de production? Dans les usines, les objets connectés existent depuis très très longtemps. Quand j'ai commencé ma carrière, moi, dans les années 2000, on travaillait déjà sur des usines connectées parce que le principal être vivant connecté dans une usine, c'est l'automate programmable. L'automate programmable qui vient piloter une chaîne, qui vient commander des moteurs, qui vient piloter des actionneurs, qui a des capteurs qui vous permettent déjà d'avoir de la restitution d'informations. En soi, c'est déjà un objet connecté parce que quand vous venez brancher cet automate programmable sur un câble et que vous le remontez à une centrale de pilotage, voilà, votre objet est connecté. La vraie révolution des années 2000 dans les objets connectés, c'est que des capteurs, on peut positionner dans des endroits inaccessibles dans l'usine des capteurs qui ne demandent plus de source d'énergie pour pouvoir vous remonter automatiquement de l'information. Chez Exotic Systems, on aime bien dire que finalement notre métier, c'est de mettre des yeux et des oreilles là où on ne peut pas être pour pouvoir travailler au quotidien. Ça se matérialise dans l'usine, mais je vous donnerai des exemples dans d'autres secteurs d'activité qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on développe des applications. Dans les usines, comme dans les autres secteurs dont je vais vous parler, donc moi je suis très intéressé par le secteur de l'agriculture qui en soi est une activité de production particulière. On se rend vite compte quand on fait le tour des besoins de remontée d'informations qu'il y a énormément de besoins qui convergent en termes de nature de données à remonter. On trouve souvent des besoins qui se disent j'ai besoin de mesurer des températures, j'ai besoin de mesurer de l'humidité, j'ai des choses qui vibrent de manière anormale, j'aimerais bien qu'on puisse me le signaler. J'ai cet objet-là qui s'est déplacé, c'est aussi une opération dont je dois être tenu au courant pour pouvoir anticiper de la maintenance par exemple, éviter de subir de manière fortuite une chaîne de production qui s'arrête alors que j'aurais pu anticiper une opération de maintenance et faire en sorte que tous les acteurs autour de cette chaîne de production-là puissent intervenir de manière sereine. J'ai besoin de la géolocalisation bien souvent et finalement on se rend compte qu'à l'échelle d'une usine, mettre tous ces capteurs dans un boîtier de cette taille-là, ça permet de le positionner à plein d'endroits différents et finalement de remonter ces informations nécessaires à tous pour pouvoir les bénéficier d'historiques d'informations qui sont enregistrées au cours de la vie du processus industriel, puis prendre du recul. Quand je positionne un objet comme ça, l'information en live me remonte, je peux la constater via des interfaces qui sont sur des applications mobiles ou qui peuvent être sur des terminaux beaucoup plus industriels, parce qu'on a cette compétence de faire le lien entre ces objets et des terminaux industriels. Je peux agir,
Et puis quand le moment est venu, je peux réunir mon équipe et faire une constatation de ce qui s'est véritablement passé pour pouvoir mettre en place un plan d'amélioration et être dans une démarche d'amélioration continue. C'est le premier stade. Et forcément, après, à force de collecter de la donnée, de faire des historiques, vous êtes capable d'avoir une masse d'informations sur la manière dont votre processus industriel se comporte. Et à ce moment-là, les technologies du big data, de l'intelligence artificielle peuvent rentrer en jeu pour avoir des analyses beaucoup plus profondes et être capable de tirer de ces informations-là des choses que vous n'êtes pas capable de constater en tant qu'être humain avec vos yeux et votre propre cerveau. En recoupant toutes les informations qui sont issues de tous ces capteurs-là, en venant les recouper avec le fonctionnement, vous pouvez à ce moment-là activer des outils d'intelligence qui vous permettent de mieux comprendre, mieux savoir, mieux connaître, avec une autre capacité de calcul et d'intelligence que celle qu'on peut avoir quand on analyse les choses concrètement avec notre mode de pensée en tant qu'être humain. Donc c'est là où se fait le lien entre les objets connectés et le big data dans le monde de l'industrie. Un exemple concret de ce que je fais moi avec ce genre d'objet, j'ai un client qui a une chaîne de production qui fonctionne en continu, 7/7, 24/24, avec des moteurs qui viennent piloter des tables d'ascenseurs, avec des moteurs qui viennent piloter des convoyeurs, et ces moteurs-là ont un plan de maintenance qui nécessite des visites régulières, sauf que bien entendu, on a beau faire toutes les visites régulières, à un moment donné, il y a des pannes qui se passent, et qui auraient très bien pu être anticipées si on avait été à côté du moteur en question et qu'on l'avait observé fonctionner. Le problème, c'est que le moteur, il est à 4 mètres de haut, et que pouvoir accéder à une mesure, voire même constater bêtement avec ses yeux ce qui se passe, nécessite une intervention lourde, et donc on ne le fait pas, ou on le fait de manière très processée et très régulière, mais souvent à des intervalles de temps trop longs pour que les phénomènes puissent être observés de manière concrète. Donc, ce qu'on vient faire chez Exotic Systems, c'est qu'on vient comprendre comment est-ce que le moteur fonctionne dans un mode normal de fonctionnement. Pour faire ça, on utilise le deuxième objet vert que j'ai mis par terre. C'est un objet qui a énormément de capacité de mémoire et un peu plus de capacité de calcul qu'un petit objet comme le premier que je vous ai présenté. Ça lui permet, quand je le mets sur le moteur, d'enregistrer toutes les informations qui permettent de caractériser au sens des capteurs de température, pression, humidité, luminosité, mouvement, GPS, etc., le fonctionnement de la machine. On en fait finalement ce qu'on appelle un motif, une trace de fonctionnement normal. Et quand on observe ensuite une dérive de ce fonctionnement normal par rapport à ce qu'on a pu observer dans le cas où tout va bien, là on est capable de générer une alerte qui dit « ça serait bien qu'on s'en préoccupe ». Je ne vais pas vous dire « le truc risque de tomber en panne dans 2 semaines ». J'en suis pas à ce niveau-là. Par contre, je suis capable de facilement vous noter qu'il y a une dérive de comportement par rapport au fonctionnement normal et que c'est important de s'en préoccuper. C'est pas si compliqué que ça finalement de dire que mon moteur, normalement, il fonctionne dans une gamme de température entre 40 et 50 degrés. Si j'ai une dérive, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pareil, c'est pas très difficile de voir que la quantité d'énergie que je peux percevoir sur le carter du moteur dérive par rapport à un fonctionnement normal, donc que cette information-là me soit signalée. L'intérêt de ces capteurs-là, c'est que finalement, le coût d'équipement aussi est complètement accessible par rapport à la nature du processus industriel et au coût de la panne qu'on peut aller chercher. Donc, au-delà de l'aspect fonctionnel, on va aussi chercher du retour sur investissement et on se pose la question de savoir quelle est finalement la valeur créée par la connectivité ramenée par le capteur sur la machine en question par rapport à la gestion d'une panne que j'aurais traitée de manière fortuite alors que je pourrais la traiter de manière préventive. Donc en tant que chef d'entreprise, je me pose cette question. Si jamais j'étais capable d'anticiper la panne sur ce moteur-là et de faire en sorte de bloquer proprement mon process de fabrication pour faire en sorte que les gens travaillent sereinement et me résolvent le problème avant que les choses me pètent dans les doigts, qu'est-ce que j'y gagne ? Si la réponse est que j'y gagne beaucoup, à ce moment-là, on se pose la question d'investir sur ce type d'objet et les services qui sont associés. Si finalement c'est quelque chose qui se gère, à ce moment-là, en bon chef d'entreprise, on va décider de laisser les choses comme elles sont. Il y a un secteur d'activité qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel finalement on retrouve des applications de cet ordre-là, qui est le secteur de l'agriculture. À la base, si mon objet est aussi robuste, étanche, nettoyable au Karcher, insensible à la poussière, si je peux rouler dessus avec un tracteur, c'est bien entendu que je le destine au monde agricole. Ce qui est très intéressant dans le monde agricole, c'est que les technologies que vous présentez, Paul, dans l'introduction, celles qu'on appelle LP1, celles qui permettent de communiquer très loin avec des infrastructures légères,
nous permettent d'aller très loin dans le monde rural, beaucoup plus simplement qu'en déployant des réseaux d'opérateurs télécoms classiques avec du GSM. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de proposer à une coopérative agricole d'équiper son territoire de rayonnement avec les technologies LP WAN plutôt que d'essayer d'embarquer un opérateur à Orange. Écoutez, on va aller couvrir un territoire sur lequel la densité de téléphones mobiles n'est pas forcément exceptionnelle, alors que finalement la densité de capteurs, elle, peut être assez intéressante. Donc il y a 2 ans, chez Exotic Systems, on s'est préoccupé de savoir comment est-ce que des objets connectés pouvaient rendre service au monde agricole pour améliorer son fonctionnement, permettre de réduire son impact environnemental, faire des bénéfices en termes d'économie, donc aller chercher aussi de la valeur économique, et puis contribuer à l'amélioration du confort social du secteur d'activité pour notamment permettre aux agriculteurs de gagner du temps dans leur manière de travailler. On s'est rendu compte que le marché n'était pas suffisamment mature pour s'adresser directement aux agriculteurs et donc on a décidé de commencer à s'adresser à des acteurs structurants des territoires ruraux, notamment les coopératives. La première fois que je suis arrivé avec un capteur comme celui-ci dans une coopérative agricole, j'ai été mis en face d'un responsable d'un site industriel, un vrai site de production, quelqu'un qui pilote des silos et qui finalement a à gérer des process de fabrication. Donc il gère la récolte entre les champs et son usine, et puis après il a tout un process industriel dans son usine. Il a trouvé opportun finalement de mettre autour de la table autant son responsable qualité que son responsable de transport, des transports et de sa logistique, qu'un responsable industriel. Finalement, la discussion a été très intéressante parce que quand on a présenté la capacité d'un objet comme celui-ci à remonter de l'information sous forme d'alerte, comme j'ai pu vous la présenter tout à l'heure, tout le monde pouvait s'en saisir et dire « Ah ouais, moi ce truc-là, je le verrais bien là, ça me résolverait tel problème. Je le verrais bien là, ça me résolverait tel problème. » Ok, super. Par quoi on commence? Par quoi on commence? C'est facile de répondre à ça finalement avec une analyse simple comme on l'a dit tout à l'heure. Finalement, on va commencer par ce qui génère le plus de retour sur investissement. Et ensuite, on va commencer par les choses qui sont les plus accessibles techniquement. Alors pourquoi l'accessibilité technique est importante à peser? C'est parce que finalement, chez la coopérative X qui fait des céréales et la coopérative Y qui fait des betteraves, il y a des process qui se ressemblent, mais ils ne sont pas exactement les mêmes. Et donc chacun a besoin de remonter une alerte qui est propre à son métier. Et si vous êtes chef d'entreprise, que vous pilotez de l'industrie et que vous travaillez tous dans des usines, vous allez avoir des usines avec des choses qui se ressemblent, et puis finalement vous allez dire « ouais mais moi c'est pas pareil que toi parce que mon métier est tout à fait particulier ». Donc il est nécessaire que les objets que vous allez choisir puissent s'adapter à vos propres processus. Et donc c'est là où aujourd'hui finalement les gens que j'avais en face de moi étaient un peu perdus. Parmi les 800 capteurs qui sont présents aujourd'hui sur le marché, lequel je choisis pour résoudre mon problème? Déjà, j'ai des difficultés pour aller dans cette compétence-là, et puis 2, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais choisir un truc sur étagère, finalement, le faire rentrer dans mon processus à moi, ça va être compliqué, je vais perdre beaucoup d'argent, il va falloir que j'y passe beaucoup de temps, donc je mobilise de la ressource. Autre option, vu que mon processus métier est complètement spécifique, je vais monter un projet et puis je vais faire mon truc à moi. Là, on s'engage dans des développements très chers et très longs. Nous, la solution qu'on a apportée à ça, c'est qu'on a rendu notre objet paramétrable. Finalement, en disant avec la même base de matériel, on peut venir modifier son comportement, son logiciel, de manière à faire en sorte qu'il puisse s'intégrer facilement dans le processus métier de n'importe quelle entreprise industrielle. Et donc, de dire, OK, l'accessibilité technique, pour résoudre tel problème, c'est plus facile que pour résoudre tel autre. C'est plus facile de programmer le boîtier pour les remonter le fait que la benne de semences vient d'être déposée au champ, que d'aller identifier, je ne sais pas moi, le fait que la trémie 24 a pu réceptionner 40 bennes au moment de la récolte. C'est notre analyse d'experts qui nous permet qui permet à nos clients de cibler très rapidement quelles sont les principales applications les plus accessibles possibles à venir traiter en premier. Et la promesse derrière un objet comme celui-ci, ensuite, c'est d'aller très vite dans une preuve de concept et dans un déploiement à partir d'une solution qui est déjà finalement sur étagère, mais qui n'est pas à redévelopper. Donc voilà, tout le propos est en fait de dire que si en tant qu'industriel, je souhaite
travailler avec des objets connectés pour améliorer mes processus. Les opportunités sont très nombreuses pour aller piloter de la maintenance, pour aller piloter des flux, notamment. La question que je dois me poser, c'est où sont les retours sur investissement à aller chercher et est-ce que finalement il est possible de développer une solution en allant capitaliser sur des choses qui existent déjà mais en les rendant adaptables facilement à mon métier. Voilà pour le message principal que je voulais vous faire passer ce soir et je vous remercie pour votre attention.